Soyez tous les bienvenus à ce webinaire qui s'adresse spécialement aux personnes diagnostiquées de la maladie, aux personnes proches aidants, aux professionnels de la santé, en général à tous et toutes les personnes qui s'intéressent à en apprendre davantage sur les projets de recherche sur la maladie de Parkinson menés au Québec. Maintenant, je vous présente notre invité. Ce soir, nous avons le privilège d'accueillir le docteur Abid Weslati pour nous parler du parcours de la recherche scientifique sur la maladie de Parkinson au fil des années et pour nous immerger dans le monde de l'alpha-synucléine, une protéine impliquée dans la formation des corps de l'ouïe et son rôle dans le développement de la maladie de Parkinson. Le docteur Abid Weslati a un titre de doctorat en neurosciences. Il est professeur agrégé à l'Université de Laval et directeur du laboratoire de neurodégénérescence moléculaire et cellulaire au Centre de recherche du CHU de Québec. Dr Weslati a fait ses études de doctorat à l'Université Aix-Marseille en France et en Tunisie. Elle a poursuivi sa formation postdoctorale à l'École polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse. En 2015, il a déménagé au Canada pour rejoindre l'Université de Laval. Depuis, Dr Weslati a dirigé 8 projets de recherche et publié plus de 35 articles scientifiques portant sur le rôle de l'agrégation et la toxicité de la protéine alpha-synucléine, ainsi que son rôle dans l'induction et la progression de la maladie de Parkinson. Les projets du Dr Weslati sont financés par Parkinson Québec, les fonds de recherche en santé du Québec, le gouvernement du Québec et la Fondation Michael J. Fox. Dr Weslati a une vaste expérience en recherche scientifique et a collaboré à de nombreuses équipes de chercheurs au Québec et ailleurs dans le monde. Dr Weslati, je vous laisse la parole. Merci, bonsoir à tous. Je vais commencer par partager mon écran. Donc, c'est un immense privilège pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter nos projets de recherche et de vous parler un petit peu de la maladie de Parkinson. Donc, le plan de ma présentation ce soir va être en trois parties. La première partie, c'est l'introduction de la maladie de Parkinson. Par la suite, on va faire un petit survol historique de la maladie et finalement, je vais vous décrire un petit peu les thématiques de recherche dans notre laboratoire. Donc, la maladie de Parkinson, c'est la deuxième maladie neurodégénérative la plus fréquente dans le monde. Au Canada, elle touche un peu plus de 100 000 personnes avec quand même 6 600 nouveaux cas par an. Et au Québec, il y a plus de 23 500 personnes qui sont atteintes par cette maladie. Donc, cette maladie est causée par la perte de neurones dans cette petite partie appelée substance noire. Vous voyez, c'est cette petite tache bleue ici qui est très, très petite, mais qui joue un rôle important dans la régulation des mouvements et la régulation d'autres fonctions dans le corps. Ça, c'est une coupe de cerveau d'un sujet sain et à côté, on a mis une coupe de cerveau d'un patient parkinsonien. Là, la flèche et la partie noire ici, ça s'appelle, c'est ça la substance noire en fait. On voit qu'il y a deux substances noires, une dans chaque hémisphère. Quand vous voyez chez les patients, cette partie-là qui est noire, la substance noire, elle est complètement absente et enfin, cette absence est causée par la mort des neurones. Et c'est les neurones dopaminergiques. Ces neurones dopaminergiques ont la fonction de produire une substance qui s'appelle la dopamine. C'est la dopamine, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est impliquée dans le contrôle du mouvement, mais elle est aussi impliquée dans d'autres fonctions. On appelle cette substance-là l'hormone de
de plaisir parce qu'elle est impliquée dans d'autres fonctions aussi cognitives. Donc, la maladie de Parkinson est une maladie progressive. Ce que ça veut dire progressive, elle progresse dans le temps. Et là, dans ce schéma-là, je vous présente comme euh, 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 un schéma simplifié de la progression de la maladie. Donc, cette flèche-là représente les années et ces cercles bleus représentent les neurones dopaminergiques qu'on a dans notre cerveau. Donc, ça, c'est le pool de cellules avec lequel on commence notre vie et on vit avec. Chez les patients, en fait, il y a une partie de ces cellules-là qui sont perdues, là, qui perdent la pigmentation bleue. Ici, dans notre cas-là, on voit que quand il y a un tiers des cellules qui sont perdues, il n'y a pas de symptômes. La personne, elle se sent normale parce que les deux tiers des cellules qui restent sont capables de produire la dopamine manquante et compenser la dopamine qui n'a pas été produite. Euh, à certains moments, il y a la dégénérescence continue et la perte de neurones continue. Et quand on arrive à 50% de perte de neurones, là, il y a les symptômes qui apparaissent. C'est des symptômes comme les constipations, la perte de l'odorat et de troubles de sommeil. Il y a d'autres aussi troubles cognitifs qui commencent à apparaître. Et ça, c'est plusieurs années avant que la majorité des neurones dopaminergiques dégénèrent. Et ce qui reste, il reste un tiers des cellules. Sauf que ces un tiers des cellules ne sont pas capables de compenser ou de produire la dopamine qui reste. Et c'est là où le patient va consulter le médecin et que le diagnostic de la maladie est décrit. Donc, les causes de la maladie sont inconnues. On pense qu'il y a des facteurs génétiques, c'est-à-dire il y a des personnes qui portent des mutations ou des prédispositions génétiques à développer la maladie de Parkinson. Et aussi, il y a des facteurs environnementaux, tels que l'exposition aux pesticides, par exemple. Mais en général, on pense fortement que c'est la combinaison des deux facteurs génétiques et environnementaux qui seraient à l'origine de la maladie. Euh, Comme vous savez, malheureusement, la maladie n'a pas de traitement curatif et le traitement de référence consiste à administrer de la dopamine exogène qui vient de l'extérieur du corps pour compenser le manque de dopamine qui n'a pas été produite par les neurones dopaminergiques perdus. Donc, concernant l'historique, je pense que plusieurs personnes me posaient la question. Quand j'ai commencé à travailler sur la maladie, je me suis dit, depuis quand on connaît la maladie de Parkinson? Est-ce que c'est une maladie qui commençait à les lier à l'âge? Donc, plus la personne avance dans l'âge, plus elle a de risques de développer cette maladie. Est-ce que cette maladie, elle est nouvelle? Euh, est-ce que, elle est dire, elle est apparue parce que le- l'âge, comment ça s'appelle, l'âge des personnes a avancé, donc ils sont plus susceptibles à développer la maladie. Et j'étais surpris que la réponse est non, en fait. On connaît la maladie depuis 3000 à 5000 ans avant Jésus-Christ. Et ça, c'est une représentation d'un livre de la médecine indienne qui décrivait cette maladie et à l'époque ça donnait le nom de Kampavata. De manière intéressante, cette médecine traditionnelle, médecine indienne, a décrit le pois de mascate comme enfin, c'est une plante dont les extraits pourraient éventuellement traiter la maladie. Et on a découvert plus tard que ces pois de mascate effectivement, elles sont composées ou elles sont capables de produire de la L-Dopa que pour compenser la dopamine manquante. Par la suite, donc, des traces de description de cette maladie-là a été reportée aussi dans la médecine de la Grèce antique avec les travaux de Galin. Euh,
Aussi, des traces aussi ont été trouvées dans la péninsule arabique avec Avicenne et la description des symptômes de la maladie. Ça, c'est 1000 ans après Jésus-Christ. Mais l'histoire nouvelle ou l'histoire récente de la maladie commence en 1817 quand Dr. James Parkinson, qui est un médecin anglais, décrit la paralysie agitante. Donc, lui, c'est le premier qui a décrit, qui a décrit la maladie, décrit les symptômes de la maladie. Et à l'époque, il donnait le nom de paralysie agitante. Donc, ce n'était pas la maladie de Parkinson encore. C'est en 1872 que le neurologue français Jean-Martin Charcot, qui propose le nom de la maladie de Parkinson pour décrire ce qui a été décrit par Parkinson comme la paralysie agitante. En 1912, Dr. Frédéric Lévy, médecin allemand, décrit les structures pathologiques particulières dans le cerveau atteint qui seront plus tard nommés en son honneur les corps de Levy. Donc là, ça, c'est un neurone dopaminergique et comme on voit ici, c'est ça les corps de Levy. C'est des amas de protéines qui sont observés à l'intérieur de ces cellules-là. Et ça, c'est spécifique aux patients parkinsoniens. En 1919, Tretiakov remarque que la substance noire est la principale structure cérébrale atteinte dans la maladie de Parkinson. Et là, ça fait référence aux images que je vais vous montrer à l'introduction. Cette perte de pigmentation noire, ici, qu'on voit dans la substance noire, ici, chez les patients parkinsoniens. En 1957, le neurologiste suédois Arvid Carlsson découvre le rôle de la dopamine dans la maladie de Parkinson et ses travaux ont été couronnés en 2000 par le prix Nobel. Quelques années plus tard, précisément en 1967, la dopamine a été, enfin, la dopamine ou l'L-Dopa a été décrite comme traitement de la maladie. Et cette levodopa vise à restaurer la dopamine manquante dans le cerveau. Et depuis cette date-là, c'est le traitement de référence de la maladie de Parkinson. En 1995, le docteur Alim Luis Benabid à Grenoble, qui est un neurologue, un neurochirurgien français, décrit la stimulation cérébrale profonde. C'est quoi cette stimulation cérébrale profonde? Elle consiste en fait à implanter des électrodes dans des régions spécifiques dans le cerveau, de manière unilatérale ou bilatérale, donc dans un hémisphère ou les deux hémisphères, dans la structure qui s'appelle le noyau sous-thalamique. Ces électrodes sont reliées avec des fils à un générateur d'électricité ou générateur de fréquence électrique. Et en fait, en émettant ces stimulations électriques, on arrive à traiter ou à réduire les symptômes de la maladie. En 2008, ça c'est relativement récemment, il y a l'hypothèse de la propagation du corps de Levy dans le cerveau et son application dans la progression de la maladie. En deux mots, on pense que l'alpha-synucléine, dont je vais parler plus tard, et les corps de Levy dont on a décrit, elles sont capables de se propager dans le cerveau. Elles commencent par le pont, après elles progressent pour atteindre la substance noire, et dans les stades tardifs de la maladie, ça va atteindre d'autres régions du cerveau. Donc, dans cette historique-là de la maladie de Parkinson, quelle a été la contribution des chercheurs de centres de recherche du Sud du Québec? Donc, les travaux sur la maladie de Parkinson ont commencé avec Dr. Poirier, qui est décédé en 2014. Par la suite, son étudiant Paul Bédard. Et on a aussi trois chercheurs de renommée, Dr. André Parent, Claude Rouillard et Dr. Thérèse Despaolo.
Donc, la recherche sur la maladie de Parkinson au CHU de Québec, au pavillon CHU, en fait, elle est focalisée dans l'axe neurosciences. Cet axe est formé par 97 chercheurs travaillant sur plusieurs aspects du cerveau et particulièrement pour la maladie de Parkinson. euh, il y a 7 groupes qui travaillent actuellement sur la maladie de Parkinson. Aurélie de Russe-Jacquet, qui, elle, s'est spécialisée sur l'implication des cellules non neuronales dans la maladie de Parkinson. Docteur Denis Soulet, qui est spécialiste de réponse immunitaire dans la maladie de Parkinson. Docteur Frédéric Dresner, qui, son équipe, travaille sur le contrôle de plasticité des circuits moteurs. Frédéric Callan, qui est un pharmacien de formation, qui travaille sur la nutrition et la maladie de Parkinson. Notre collègue Francesca Cicchetti, elle travaille et voudrait découvrir des marqueurs pour le diagnostic de la maladie. Dr Thérèse Di Paolo, qui, elle, est spécialisée sur développer des approches pour réduire les effets indésirables de la L-Dopa. Et notre équipe, dont je vais vous parler plus tard, de nos projets. Donc, c'est de la recherche fondamentale qui est aussi endorsée par de la recherche clinique. Donc, on travaille en collaboration avec nos collègues cliniciens, notamment Dr Nicolas Dupré, Michel Prudhomme et Dr Léo Quentin. À la ville de Québec, il y a aussi un autre centre, c'est le centre cerveau à Robert Giffard, qui travaille aussi sur les aspects cognitifs du cerveau, mais il y a aussi 3 de nos collègues qui travaillent sur la maladie de Parkinson, le docteur Martin Lévesque, docteur André Parent et docteur Martin Parent. Et tous ces travaux de recherche sur la maladie de Parkinson sont coordonnés par le réseau Parkinson Québec. Donc, notre équipe, qui est le laboratoire de neurodégénérescence cellulaire et moléculaire, comme vous voyez sur cette image, il est situé au centre de recherche de CHU de Québec. Ça, c'est le boulevard Laurier, ça, c'est le centre mère-enfant, et notre centre de recherche, il est situé ici, le labo, il est situé à la 2e étage ici. Comme vous voyez ici, notre équipe elle est formée par plusieurs étudiants et professionnels de recherche qui sont très dévoués pour la recherche et pour l'avancement de nos connaissances sur la maladie de Parkinson. Donc, notre question principale dans le laboratoire, c'est d'essayer de comprendre le rôle des corps de Levy et de la protéine alpha-synucléine dans la maladie de Parkinson. Comme j'ai montré dans mon introduction, donc on a la perte de neurones et dans les neurones dopaminergiques, on trouve ces corps de Levy. Ces corps de Levy sont principalement constitués de cette protéine-là qui est l'alpha-synucléine. L'alpha-synucléine, c'est une protéine qui normalement a des fonctions physiologiques dans le neurone et elle aide à transmettre l'information entre les neurones et joue un rôle important dans la fonction normale de la cellule. Sauf à certains moments, et on ne sait pas pourquoi encore, cette protéine-là commence à se déformer, à former des amas de cellules, des fibrilles et finalement les corps de Lewis. Et ces corps de Lewis jouent un rôle important dans la maladie. Comment on a su que ces corps de Lewis sont importants? En fait, c'est cette corrélation, euh, euh, comme vous voyez ici sur ce diapositive-là, c'est entre la formation de ces corps de Lewis, leur propagation dans le cerveau et la perte de neurones. Donc, on pense que si on arrête la formation des agrégats ou si on arrête leur progression dans le cerveau, on pourrait peut-être arrêter la dégénérescence des neurones dopaminergiques à certains stades et arrêter cette progression-là et arrêter la progression de la maladie.
Donc, les questions qu'on se pose dans le laboratoire et on essaie de répondre sont au nombre de quatre. Donc, la première question, c'est comment les agrégats de la protéine alpha-synucléine et les corps de vie endommagent-ils les neurones qui produisent la dopamine? Et pourquoi c'est que les neurones dopaminergiques qui sont affectés? Pourquoi il n'y a pas d'autres neurones qui sont morts? Et là, ça nous souligne comme une certaine vulnérabilité de ces cellules-là. Pourquoi ces cellules dopaminergiques sont vulnérables? Deuxième question, c'est pourquoi les neurones qui produisent la dopamine sont-ils plus vulnérables, sensibles que d'autres neurones et qui souffrent de l'accumulation des corps de Levy? La troisième question, c'est quelles sont les façons d'éliminer le surplus de la protéine alpha-synucléine dans le cerveau pour aider à traiter ou à ralentir la maladie de Parkinson? Et finalement, comment peut-on empêcher la protéine alpha-synucléine de se propager d'une partie du cerveau à un autre, y compris la propagation de l'intestin vers le cerveau pour freiner la progression de la maladie? Et là, je vais prendre quelques secondes pour euh, euh, expliquer c'est quoi l'axe intestin-cerveau de la propagation de l'alpha-synucléine. En fait, ça a été montré dans des modèles expérimentaux que cette protéine-là, si elle est formée dans l'intestin, elle est capable de se propager vers le cerveau. Donc, là, ça nous a suggéré deux hypothèses. La première hypothèse, que l'alpha-synucléine, elle est produite et agrégée dans le cerveau directement, ou est-ce qu'elle est formée ailleurs dans le corps et puis elle est propagée et envoyée vers le cerveau. Donc, pour répondre à ces questions, notre laboratoire s'est démarqué des autres laboratoires au Canada et dans le monde par les modèles expérimentaux qu'on utilise. Le premier modèle qu'on utilise, c'est les cellules neuronales humaines. Et en fait, c'est les cellules souches qu'on utilise. Donc, c'est des cellules qui viennent des patients sains ou des patients malades, que nous, on est capable de les reprogrammer pour devenir des neurones dopaminergiques dans des boîtes de pétri. Ces cellules-là ou ce modèle-là, il est unique et nous permet effectivement d'aller comprendre pourquoi cette vulnérabilité des neurones dopaminergiques. Juste entre parenthèses, les modèles cellulaires qui sont utilisés couramment dans les laboratoires, ce n'est pas des neurones dopaminergiques, c'est des cellules cancéreuses pour comprendre comment l'agrégation se fait. Mais ces modèles-là cellulaires qui sont utilisés dans les laboratoires, ça ne reproduit pas les neurones dopaminergiques. Ce n'est pas un neurone dopaminergique. Donc, nous, avec ce modèle-là, on est capable de travailler avec les cellules qui sont touchées dans la maladie de Parkinson. Le deuxième modèle qui est aussi unique dans le monde, c'est de créer des agrégats et d'essayer de le regarder en temps réel. C'est-à-dire, on est capable de regarder sous microscope comment ces cellules-là forment les agrégats. Pour cela, on a créé des plasmides où l'alpha-synucléine est capable d'être surexprimée dans des cellules. Après, on utilise la lumière pour induire cette agrégation et on est capable de l'observer, que ce soit sous le microscope, en cellules fixées ou dans cellules vivantes. Donc ça, c'est un modèle qui est unique aussi dans le monde parce que c'est la première fois qu'on peut regarder en temps réel avec l'œil comment un agrégat se forme. Pourquoi c'est unique? Parce que c'est un phénomène que personne n'a pu produire dans les cellules et que là, en général, dans les laboratoires, ce qu'on utilise, c'est par exemple des tissus humains post-mortem, des groupes de cerveau où l'agrégat est déjà formé. Ça fait des années et des années que l'agrégat est formé, mais on ne sait pas comment il est formé et comment ça se forme. Et là, je vais vous montrer une vidéo qu'on a générée dans notre laboratoire qui montre comment un agrégat se forme. Donc là, comme ça représente une cellule. Donc ça, c'est une cellule en culture.
Ça, c'est le noyau de la cellule et ça, c'est le cytosol ou c'est le corps de la cellule. Donc là, on va commencer à, excusez-moi, on va commencer à induire euh, juste une seconde. Vous voyez les taches rouges là, jaunâtres qui se forment. Ça, c'est des agrégats d'alpha-synucléine qui se forment en temps réel. Vous voyez, ça commence des petits, des petites pointillés et qu'après, ça va s'accumuler entre elles, grandir pour former des corps de Levy. Donc voilà, euh, euh, c'est la fin de ma présentation. Je vous remercie pour votre attention. Voilà. Merci, docteur Weslati, pour cette magnifique conférence. Nous allons maintenant procéder à répondre à des questions. Vous pouvez nous dire plus en détail qu'est-ce que c'est l'alpha-synucléine? Est-ce que c'est une protéine naturelle ou est-ce que c'est une protéine que on l'a pris d'ailleurs? En fait, l'alpha-synucléine, c'est une protéine c'est une protéine naturelle qui, euh, qui existe dans tout le corps, du cerveau jusqu'à les cellules de notre peau. Cette protéine aussi, elle est conservée euh, elle est conservée, par exemple, entre les espèces. Euh, et cette conservation entre les espèces montre bien le rôle important dans cette protéine-là, dans le fonctionnement normal du corps et surtout dans le fonctionnement normal du cerveau. Et en fait, ce qui a été montré que si on élimine cette protéine-là dans le cerveau des souris, par exemple, la communication entre les cellules ne se fait pas bien, la communication entre les neurones ne se fait pas comme il faut, et il y a des déficits de communication. Donc, cette protéine, elle est vraiment très, très importante et elle joue un rôle important dans la physiologie du cerveau et du corps humain en général. Ok, parfait, d'accord. Donc, d'après vos études, quel est le rôle de l'alpha-synucléine dans le développement de la maladie de Parkinson? Comment est-ce qu'il agit et comment est-ce qu'il arrive à exercer son rôle toxique sur la neurone? Oui, ça, en fait, ce qu'on sait jusqu'à maintenant, que cette protéine-là, pour être fonctionnelle, elle devrait être toute seule, elle devrait fonctionner toute seule. Mais dans la maladie de Parkinson, on voit que cette protéine-là, elle va va s'associer avec d'autres protéines alpha-synucléines, va former des petits amas. Après, cet amas-là va grandir. Donc, premièrement, en formant des amas, la protéine qui normalement elle fonctionne tout seul, elle peut plus fonctionner, donc elle perd sa fonction normale parce qu'elle est séquestrée quand elle est emprisonnée dans cet amas-là. Deuxièmement, cet amas-là, quand il se forme, il n'est pas formé exclusivement de la protéine alpha-synucléine. Il va ramener avec lui d'autres protéines fonctionnelles. Et donc, il va comme rendre dépourvu la cellule ou un neurone normal de ses protéines fonctionnelles. Et du coup, avec le temps, les cellules, les neurones, elles peuvent compenser, mais à certains moments, elles arrivent à un point de rupture où elles ne peuvent plus fonctionner parce que les organelles ne fonctionnent pas, les protéines fonctionnelles, elles n'y sont pas. Et en plus, comme je vous montrais je vous ai montré dans les images, ces amas-là, c'est des gros amas qui sont dans la cellule. Et donc, la cellule n'arrive pas à, à travailler normalement en présence de ces amas-là. Donc, on pense que c'est ça la cause de la mort. Ok. Tantôt, vous nous avez parlé sur la relation entre l'intestin-cerveau et les voyages de l'alpha-synucléine d'un organe vers l'autre. Qu'est-ce que vous pouvez nous parler plus en profondeur à ce sujet d'après les résultats de recherche en ce moment?
Oui, comme je vous ai dit, l'alpha-synucléine, elle est présente partout dans le corps, dans le cerveau, dans la peau, dans les intestins. Et en fait, euh, ce qui a été montré aussi, c'est que ces agrégats-là d'alpha-synucléine, ces amas-là d'alpha-synucléine sont présents aussi dans l'intestin des patients. Il y a une corrélation, mais on ne sait pas, est-ce que c'est hypothétique encore, est-ce que ces agrégats-là seraient aussi impliqués dans les symptômes de constipation qu'on voit chez les patients? On ne sait pas. Est-ce que en ayant un effet sur le système nerveux qui se trouve dans les intestins, est-ce que ça affecte aussi ces symptômes-là qui sont de la constipation, par exemple? Donc, ces symptômes-là ou cette accumulation d'alpha-synucléine-là dans l'intestin, ça a été toujours jusqu'à récemment séparé de l'accumulation dans le cerveau. On dit que c'est deux phénomènes qui se font séparément. Il y a quelque chose qui se passe dans l'intestin, quelque chose qui se passe dans le cerveau. Mais on s'est rendu compte que c'est pas le cas. En fait, il y a une communication qui se fait parce qu'il y a des nerfs qui vont du cerveau jusqu'à l'intestin et les agrégats d'alpha-synucléine ou l'alpha-synucléine pathologique, elle peut utiliser ces neurones-là ou ces nerfs-là pour voyager de l'intestin vers le cerveau. Mais ça reste toujours hypothétique parce qu'on ne sait pas dans quel sens. Est-ce que c'est dans le cerveau et après elle va dans l'intestin ou elle se forme dans l'intestin et après elle va dans le cerveau? Ok, parfait, merci. Donc, il y a une question aussi qui nous pose, qui nous demande de savoir si la nutrition a-t-elle un impact majeur sur le développement de la maladie. Que pensez-vous? En fait, ouais, les travaux, il y a des travaux qui ont montré que la nutrition joue un rôle important. Et ça, c'est des observations encore. Pardon. Il y a des études qui sont faites dans notre centre de recherche par Dr. Callan aussi, et qui s'intéressent aux vitamines, entre autres les vitamines euh, et autres compléments alimentaires. Et on pense que ça joue un rôle important juste en observant les populations qui sont atteintes par la maladie de Parkinson. Par exemple, on pense que, par exemple, la diète méditerranéenne, qui est une diète riche en huile d'olive ou en poisson, par exemple, sont peut-être plus résistants. Donc là, ça a ramené l'hypothèse que la nutrition pourrait jouer un rôle important dans la manifestation de la maladie ou au moins dans la progression de la maladie. Oui, effectivement, il y a certaines études et des articles publiés récemment qui montrent que les oméga 3, la vitamine 6, la vitamine 12 ont, en plus avec l'activité physique, un impact protectrice sur les neurones. Donc, oui, en effet, protecteur lié au développement de la maladie de Parkinson. Nous avons autre question. Il y a quelqu'un qui nous demande pourquoi l'exercice physique ralentit la progression de la maladie, justement. Euh, c'est pas de mon domaine d'expertise, mais je pense que ça pourrait avoir un lien avec la circulation sanguine. Parce qu'on sait, c'est tous que une bonne irrigation du cerveau, ça pourrait éliminer les toxines du cerveau. Il y a des travaux qui ont montré que une bonne irrigation sanguine, ça pourrait éliminer, par exemple, les protéines tau ou les protéines habitat dans le cerveau des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Et on pense que cette irrigation suffisante ou qui fonctionne très très bien dans le cerveau pourrait éliminer les toxines du cerveau et pourrait ralentir la maladie, effectivement. D'accord, merci. Y une autre question qui nous dit, que pensez-vous de la photobiomodulation? Il y a quelqu'un qui fait cette thérapie depuis 1 mois et demi et une séance par jour et il observe une différence majeure depuis 7 ans. Qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous avez entendu parler sur la thérapie de photobiomodulation?
La photobiomodulation, je travaillais sur ce traitement quand j'étais en Suisse en 2013. J'ai publié en 2013 et en fait, j'ai montré que c'est, c'est, euh, ça pourrait être un traitement efficace chez les patients. Dans les études que j'ai faites, j'ai montré que si on prend des souris qui sont porteurs de, de l'alpha-synucléine, par exemple, le fait de les exposer à la photobiomodulation chaque jour pendant 1 minute, c'était suffisant pour ralentir la progression de la maladie. Et c'était vraiment très marquant et très surprenant pour moi parce que quand j'arrivais à l'animalerie pour travailler avec ces animaux-là, c'était clair pour moi que les animaux qui étaient traités avec la photobiomodulation se comportaient mieux que les autres animaux. Et là, je suis content que ce traitement-là, il est essayé chez les patients parce que je pense il a beaucoup de, 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 de succès, j'espère, dans le futur. Alors, est-ce qu'on pourra considérer cette thérapie comme une thérapie complémentaire au traitement pour la maladie de Parkinson? Bah, faut voir les choses avec précaution. Euh, quand le traitement par la stimulation cérébrale profonde a été décrit la première fois, on pensait que ça allait s'appliquer à tous les patients, mais ce n'est pas le cas. Et je pense que ça va être le cas de la photobiomodulation. En tout cas, les résultats expérimentaux dans celles que j'ai publiées, on a montré un effet chez des animaux qui ont l'alpha-synucléine et qui pourrait être une forme familiale de la maladie de Parkinson. Sachant que les formes familiales, c'est juste 5% des formes de tous les cas de Parkinson. Donc, il reste 95% de cas de Parkinsoniens qu'on ne sait pas à quoi elle est due cette maladie. Donc, je ne sais pas est-ce que la photobiomodulation pourrait être appliquée à ces patients-là ou non. Ok, d'accord, parfait. On va passer à la question suivante. Pourquoi c'est préférable de ne pas consommer de protéines pour l'absorption du médicament? Oui, c'est une question très récurrente. Je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas clinicien, donc ma réponse va rester comme dans la limite de mes connaissances en tant que fondamentaliste, mais je pense que euh, ça pourrait jouer, enfin, prendre des protéines, ça pourrait jouer un rôle dans le ralentissement de l'absorption des médicaments. Donc là, quand on mange quelque chose de très riche, le corps a tendance à absorber les aliments les plus importants. Donc, il va favoriser ce qui est important par rapport à d'autres composés. Donc, il y aura une compétition entre les médicaments et les protéines et c'est peut-être les protéines qui vont le remporter par rapport aux médicaments. Donc, c'est une explication très fondamentaliste. Donc, il n'y a rien de clinique là-dedans. C'est correct. Merci beaucoup. Il y a une autre question. Est-il possible de détruire les agrégats lorsqu'ils commencent à être nuisibles? Donc, est-ce que c'est possible de détruire les agrégats d'alpha-synucléine lorsqu'ils commencent à être nuisibles? Euh, c'est une excellente question. C'est là où on essaie de mettre nos efforts de recherche. C'est comment réduire l'agrégation de la protéine, comment réduire, parce qu'on sait, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la protéine, elle est importante. On ne peut pas l'éliminer. Si on l'élimine, ça va aussi induire une mort des neurones. Donc, il faut juste être à un équilibre entre, on laisse une partie qui fonctionne, mais dès qu'elle commence à s'accumuler, devenir nuisible, c'est là il faut agir. Réduire l'alpha-synucléine elle-même, donc il y a plusieurs chercheurs qui pensent que c'est une cible très intéressante, mais moi personnellement, je ne pense pas que c'est la cible la plus intéressante. Ce que je pense intéressant, c'est d'aller voir
comment on arrête la transformation de cette protéine qui est toute seule et qui va comme devenir associée à d'autres. Donc, c'est Mhm. ne pas cibler la protéine elle-même, mais c'est cibler son changement de conformation et son association avec d'autres protéines. Est-ce qu'au présent, on connaît le mécanisme qui fait en sorte que la protéine devient toxique et qui déclenche l'agrégation, qui déclenche la formation des corps de Louis? Au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas malheureusement. On ne sait pas pourquoi une protéine qui est monomérique et qui fonctionne normalement et que d'un coup, elle va basculer euh, dans notre partie qui est accumulation, interaction avec d'autres protéines. On ne sait pas. Une des hypothèses où je pense qui est plausible, c'est que ces agrégats-là, ils auraient pu avoir une fonction physiologique eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est la cellule elle-même qui va essayer de former ces agrégats-là pour une fonction qu'on ne connaît pas jusqu'à maintenant. Mais à certains moments, il y a un effet d'échappement, donc ces agrégats-là, ils échappent au contrôle de la cellule et c'est à ce moment-là qu'elles deviennent vraiment nuisibles aux neurones. Ok, merci. On aimerait savoir quel est l'impact de la recherche sur l'alpha-synucléine. À quoi est-ce en quoi est-ce que ça sert ce type de recherche? Est-ce que ça permet de développer des tests de dépistage pour la maladie ou est-ce qu'il y a d'autres retombées de cette recherche? Oui, c'est une question très importante. Là, si on regarde un petit peu la recherche qui se fait dans le monde sur la maladie de Parkinson, moi, j'estime que la majorité des recherches se fait sur cette protéine-là, pour plusieurs raisons. La première, c'est que si on fait des études génétiques, on montre que les modifications du gène qui code pour cette protéine-là serait un des gènes les plus marqués qui sont associés à la maladie de Parkinson. Donc, il y a un lien direct entre cette protéine-là et la maladie de Parkinson. Deuxièmement, la présence de ces agrégats dans le cerveau. Par exemple, je ne suis pas clinicien, mais je donne l'avis de mes collègues cliniciens qui font de la neuropathologie, c'est que le diagnostic final de la maladie de Parkinson tombe souvent en post-mortem où on fait des coupes de cerveau et on voit la présence de ces agrégats-là. Donc, c'est vraiment un lien direct entre l'agrégation et la maladie. Ce que fait la recherche, on essaie de prendre ça en considération. On dit, si cette protéine-là, elle est vraiment un marqueur de la maladie de Parkinson, est-ce que si on la cherche, par exemple, dans les cellules de la peau, est-ce que si on trouve des agrégats dans les cellules de la peau, est-ce que ça serait comme un diagnostic pour dire, OK, cette personne-là a des agrégats dans les cellules de la peau, elle pourrait éventuellement développer le Parkinson. On peut aussi regarder est-ce que ces agrégats-là sont présents dans le sang. On sait que cette protéine-là, elle est présente partout, donc elle peut circuler dans le sang. Et si on prend le sang d'un sujet, d'un patient, et on va voir est-ce qu'il y a de l'agrégation euh, dans le sang, est-ce qu'on peut dire que ce patient-là diagnostiqué avant même que les symptômes moteurs apparaissent? Troisièmement, et je pense que c'est très important et c'est très, très récent comme étude faite maintenant, on pense que la réponse la réponse aux médicaments pourrait être aussi affectée par ces agrégats-là, les agrégats d'alpha-synucléine. Et là, ce que les cliniciens et des fondamentalistes qui sont mis ensemble pour faire ce qu'ils appellent une stratification des patients, c'est-à-dire une classification des patients. Et un des critères de la classification, est-ce que ce patient il a des agrégats, pourrait avoir des agrégats ou non? Parce que ça pourrait influencer le type de médicament qu'on va prendre, ça peut influencer la progression de la maladie. On sait que la progression, elle est différente d'un patient à un autre. Donc, est-ce que l'alpha-synucléine, est-ce qu'elle pourrait jouer un rôle? Et si on la détecte de manière précoce, est-ce qu'on peut prédire la progression de la maladie? Est-ce qu'elle va être rapide ou pas rapide? Est-ce qu'il va avoir une bonne réponse à telle ou telle médication?
Très intéressant, donc important de cibler les moments où l'agrégation de l'alpha-synucléine débute pour faire un suivi de la progression de la maladie. Intéressant comme avenir sur la recherche. Donc voilà. Merci beaucoup. On a fini avec... Non, je pense qu'il y en a encore une question. Oui. Est-ce que la maturation du gène associé à la protéine alpha-synucléine peut être une cause du début de la maladie de Parkinson précoce? Maturation, j'ai pas compris la question, mais je pense que Ah, pardon, est-ce que la mutation, la pardon, est-ce que mutation, la ouais, mutation du gène ouais. associé? Oui, Désolé. ce qu'on sait aujourd'hui, et ça, c'est comme la recherche a montré ça, que oui, il y a un lien entre les mutations dans les gènes euh, de, de l'alpha-synucléine et la manifestation de la maladie. Ça, il y a des études qui ont été faites, ça, c'est solide comme observation. Cependant, le, le lien, enfin, c'est pas une ligne droite. Il se peut que dans une même famille, des deux frères ou deux sœurs et frères qui ont la même mutation, un qui développe la maladie et l'autre qui ne la développe pas, ou va la développer plus tardivement. Donc, c'est pas un lien linéaire. Mais c'est sûr que s'il y a une mutation dans ce gène-là, il y a, on appelle ça un facteur risque grand pour développer la maladie. Merci, David. Et une autre question. Ça dit, dans la prévention, avez-vous entendu parler d'un échantillon de la voix dans la vingtaine comparé à la voix lorsqu'on vieillit? La voix la voix, c'est-à-dire dans la voix quand on parle. Oui, c'est ça que je Euh, comprends. je je suis pas sûr. Je suis pas sûr de ça. Donc, non, malheureusement, je peux pas me prononcer sur cette question. D'accord, on reprendra cette question après, puis on Oui, je peux faire ma essayer de... recherche et je peux Oui, répondre par écrit à la personne qui a posé la question. oui, effectivement, nous allons nous occuper de faire ça. Donc, nous avons fini avec nos questions. Merci, David. Nous espérons que les efforts que vous et d'autres chercheurs déployés pourront bientôt nous orienter vers des solutions pour freiner la progression de la maladie. Maintenant, nous allons passer à la section sur les appels à la participation à des projets de recherche. Comme vous le savez, depuis le 17 mars, Parkinson Québec a lancé une campagne publicitaire nationale visant à sensibiliser la société aux défis immenses auxquels les personnes touchées par la maladie font face au quotidien. L'objectif de cette campagne est également de favoriser une meilleure compréhension de l'importance de la recherche scientifique sur la maladie. Nous vous partageons aujourd'hui la vidéo. Joël, est-ce que tu peux aller, s'il te plaît, avec la vidéo? On n'entend pas. Ouf, pardon, je vais recommencer ça. Au Québec, plus de 23 000 personnes ont la maladie de Parkinson, le trouble neurologique à la croissance la plus rapide au monde. Toujours incurable, elle peut frapper n'importe qui, n'importe quand. Face à ce fléau, une communauté prend vie. Vous n'êtes pas seul. Découvrez comment Parkinson Québec peut vous aider à vous donner le pouvoir d'agir. Merci beaucoup, Joël. Nous espérons qu'avec cette campagne, beaucoup de personnes seront intéressées davantage à connaître la maladie de Parkinson, les symptômes, les défis auxquels font face les personnes touchées, autant les personnes diagnostiquées de la maladie que les proches aidants, et aussi les défis que font face les chercheurs pour essayer de trouver bientôt une solution, un remède
l'espoir pour les patients atteints de la maladie. Maintenant, je vais partager mon écran pour présenter les projets auxquels vous pouvez participer en ce moment. Donc, nous avons en premier lieu les projets qui portent sur l'évaluation du développement, pardon. Nous avons en premier lieu les projets qui portent sur l'évaluation du déploiement provincial de trois interventions psychoéducatives qui font partie du programme empathique. Ces interventions sont Ta vie en mouvement, conseils d'experts et témoignages inspirants. Les vidéos de ces trois interventions sont accessibles sur le site web et sur la chaîne YouTube de Parkinson Québec. Si vous êtes la personne atteinte ou la personne procédante, vous pouvez participer soit au sondage en ligne ou à l'entrevue en groupe. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Dora Rodriguez à son courriel. Ensuite, il y a l'étude sur les troubles de l'odorat comme marqueur précoce de la maladie de Parkinson. Ce projet est développé au laboratoire de neuroanatomie chimiosensorielle à l'Université de Québec à Trois-Rivières. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Émilie Houdon à son courriel. Finalement, nous avons l'appel à participer au projet visant à identifier les pratiques de soutien pour les personnes proches aidants mené pour l'INES, l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter l'INES à son courriel ou par téléphone. Merci de considérer les opportunités de participer à ce projet de recherche et de faire partie de notre mission de recherche collaborative. Maintenant, on vous invite à notre prochain webinaire qui aura lieu jeudi le 28 mars à 14 heures. Madame Yolanda Crépeau parlera de son expérience en lien avec la maladie de Parkinson depuis qu'elle a reçu le diagnostic en 2008. Je vous annonce aujourd'hui le webinaire qui aura lieu en avril, donc le 15 avril à 19 heures. Dr Ronald Postuma, qui est professeur de neurologie à l'Université McGill et directeur de la division de neurologie au département de neurosciences du Centre universitaire de santé McGill, qui viendra nous parler sur les symptômes précoces de la maladie de Parkinson. Je vous présente ici dans l'écran, vous voyez l'image d'une cellule humaine contenant des accumulations d'alpha-synucléine en rouge. Ces petites sphères s'accumulent le long de squelette de la neurone, entraînant la dégénérescence progressive à terme. C'est une photo que nous avons pu vous présenter grâce aux travaux menés par Avid Weslati dans son laboratoire. Donc voilà, nous avons fini cet webinaire aujourd'hui. L'équipe de Parkinson Québec tient à remercier tous les participants à ce webinaire et le soutien que vous avez manifesté à travers vos dons. Nous remercions également nos bénévoles pour le soutien technique. Nous tenons particulièrement à remercier le docteur Avid Weslati pour cette magnifique conférence. Merci à tous et bonsoir.